Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les grands événements qui ont marqué la relation entre la Chine et les autres pays dans le monde en 2018. Nous allons bien sûr parler des tensions commerciales entre Beijing et Washington et nous allons également revenir sur le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine et la première foire internationale d'importation. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau M. Wu Zetian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien diplomate et bienvenue sur notre plateau. C'est un plaisir. On voit que cette année est surtout marquée par de nombreuses fluctuations de la relation sino-américaine et on se rappelle tous qu'au début de l'année 2018, le 23 mars dernier, le président américain Donald Trump signait officiellement un mémorandum imposant de nouvelles taxes sur 60 milliards de dollars de produits d'importation chinois et prévoyant de limiter les investissements et les acquisitions des entreprises chinoises sur le sol américain. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui se sont passées aussi. Aujourd'hui encore, il y a des fluctuations. Alors, pouvez-vous nous faire un bilan, je dirais, provisoire de l'état actuel de la relation sino-américaine? Bon, très bien. Bon, avant de parler de ce petit problème entre la Chine et les États-Unis, j'aimerais bien signaler que pour cette année, il s'est passé beaucoup d'événements heureux. Il n'y a pas que ce petit problème épineux. Bon, aujourd'hui, où en est-on? Bon, au début de ce mois, les deux chefs d'État se sont rencontrés dans le cadre du G20. Ils se sont entretenus durant 2 heures et demie, dépassant largement le temps prévu. Les deux chefs d'État sont parvenus à un accord, à un consensus, c'est-à-dire il faut arrêter d'augmenter à nouveau les tarifs douaniers. Je pense que c'est un très bon signe. Donc, en ce moment, les deux équipes sont en train de travailler, en effet, suivant les instructions des deux chefs d'État, pour arriver à quelque chose. Il y a eu un entretien téléphonique récemment entre le chef de l'équipe chinoise et les chefs de l'équipe américaine pour fixer une feuille de route et un calendrier pour les discussions prévues. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui les choses vont plutôt dans un bon sens. On va voir est-ce que les efforts des uns et des autres pourront finalement aboutir. Mais de toute façon, pour nous, les Chinois, les questions ne se sont pas posées de notre côté. Voilà, ce sont les Américains qui ont lancé la polémique. Si vraiment la partie américaine a la volonté de régler le problème, la Chine est toujours coopérative. Mais on voit déjà que au cours de l'année, il y avait d'autres discussions entre les dirigeants. Il y avait des accords. Mais peu après, il y avait d'autres fluctuations, il y a d'autres choses qui se sont passées. Quelles sont selon vous l'origine de toutes ces fluctuations, toutes ces choses imprévues qui sont... On est mis d'accord sur une chose et puis le lendemain matin, les Américains vont dire « Ah tiens, on va refaire tout ». Donc quelles sont les origines de ces... C'est en effet une question qui se pose. Voilà. Pourquoi les Américains changent du jour au lendemain d'attitude comme ça? Eh bien, à mon avis, ils sont en train de chercher l'explication pour les difficultés économiques qu'ils rencontrent. Il y a bien sûr de diverses explications, mais à mon avis, il y a une chose qui est évidente. C'est que si l'économie américaine ne tourne pas comme il faut, c'est parce que la compétitivité qui était la fierté de l'économie américaine, est diminuée. Ça, il faut reconnaître. Bon.
C'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement américain actuel en ce moment, voilà, essaye de redynamiser les secteurs manufacturiers. Parce que les Américains ont trop misé pour les spéculations financières, et ce qui ne crée pas la richesse. Bon, ça c'est l'explication évidente. Mais simplement, je crois qu'il y a une fausse tendance de chercher un bouc émissaire. Ce sera plus facile, peut-être, pour faire accepter à l'opinion publique, qui n'est pas toujours au courant de toutes ces théories économiques sophistiquées, de désigner rapidement un coupable. Voilà, je crois que c'est ça, désigner la Chine comme le coupable. Or, ce n'est pas vrai du tout. L'excédent ou le déficit, ce n'est pas directement la cause des difficultés. Ces augmentations de taxes, et finalement, on a vu il n'y a rien qui a changé dans les balances commerciales entre les deux pays, finalement. Non, parce que le développement du volume des échanges commerciaux entre les deux profite à tout le monde. Cela ne profite pas uniquement aux Chinois, ça profite aux Américains aussi. Durant toutes ces années d'échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine, les familles américaines, chaque année en moyenne, gagnent $850. Ça, c'est selon les études américaines. D'ailleurs, il faut signaler un autre facteur, c'est que on parle des excédents. Il s'agit de l'excédent dégagé du commerce de marchandises. Mais si on regarde le commerce en service, ce sont les États-Unis qui sont excédentaires. Et d'ailleurs, l'excédent côté États-Unis se développe rapidement vis-à-vis de la Chine. Donc il ne faut pas regarder les choses de façon simpliste. Donc vous pensez plutôt que cette façon de simplifier les choses, de trouver un bouc émissaire, c'est plutôt une façon de se justifier vis-à-vis aux Américains. Calmer le mécontentement des Américains qui sont en face des difficultés économiques, de la morosité économique, mais il faut toujours savoir qu'en 2008, la crise financière a éclaté. C'est où? C'était aux États-Unis. Quelle est la perspective et quelle est la position de la Chine vis-à-vis des États-Unis après un an de fluctuation, de tension? Pour nous, c'est très simple, comme je vous ai dit. La question ne s'est pas posée de notre côté. Nous sommes toujours très attachés à nos relations de coopération avec tous les pays du monde. Et en particulier avec les États-Unis, puisque c'est l'un des premiers partenaires commerciaux de la Chine. Donc, nous pensons que les États-Unis, qui est la plus grande puissance économique du monde, et la Chine, qui est le plus grand pays en développement du monde, les deux pays doivent coopérer. Si les deux pays continuent à faire la bagarre commerciale, il n'y aura pas de gagnants, il n'y aura que des perdants. Ça c'est clair, c'est toujours notre position. À la deuxième moitié de l'année, au mois de septembre, il y avait le 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine qui s'est déroulé à Beijing. On a vu que depuis toutes ces dernières années, il y avait beaucoup d'évolutions et beaucoup de progrès dans la relation sino-africaine. Et surtout, le président chinois Xi Jinping a mentionné ces dernières années une notion très importante, c'est le destin commun entre la Chine et l'Afrique. Donc, comment interprétez-vous ce concept et comment faut-il voir l'évolution de la relation entre la Chine et l'Afrique? C'est vrai que depuis ces dernières décennies, les relations de coopération entre la Chine et l'Afrique se sont développées de façon accélérée. C'est vrai que les relations sino-africaines ne datent pas d'aujourd'hui, ça date déjà au moins des années 60 où les pays africains ont réussi à
conquérir leur indépendance. Déjà à ce moment-là, la Chine appuyait fortement les mouvements d'indépendance des pays africains. Bon. Mais c'est vrai que depuis le début de ce siècle, la coopération économique est devenue une priorité dans cette coopération sino-africaine. Et la raison est simple, parce que la Chine elle-même, grâce à la politique de réforme et d'ouverture, elle-même, elle se développe rapidement. Elle a la capacité plus grande, elle a aussi un besoin de coopérer davantage avec tous les partenaires du monde, avec l'ouverture. Du coup, les relations sino-africaines se sont développées avec un rythme, comme je vous l'ai dit, qu'on n'avait jamais connu avant. Bon, il y a eu justement ce mécanisme de forum de coopération Chine-Afrique. Cette année, comme vous avez mentionné, il y a eu le 3e sommet, et le sommet précédent, c'était il y a 3 ans. Et à l'époque, c'est-à-dire il y a 3 ans, le président Xi, qui était en Afrique du Sud pour assister au sommet, avait lancé 10 plans de coopération Chine-Afrique. Cela fait déjà partie de l'idée, à mon avis, de créer un destin commun plus uni entre les deux pays. Les 10 plans, le premier plan c'est quoi? L'industrialisation de l'Afrique. La Chine est prête à coopérer avec l'Afrique pour promouvoir l'industrialisation de l'Afrique. Je pense que ça c'est une idée qui est dégagée de nos propres expériences, parce que l'industrialisation c'est vraiment crucial pour pouvoir sortir les pays d'un état de développement en retard. Et on ne sait pas s'arrêter là. Alors, l'année suivante, lors du sommet du G20 qui a eu lieu en Chine à Hangzhou, le président Xi a à nouveau poussé les pays développés, dans le cadre du G20, d'aider l'Afrique et les pays en développement dans leur processus d'industrialisation. Et l'année suivante, c'est-à-dire l'année dernière, à Hambourg, toujours dans le cadre du G20, encore une fois la Chine a relancé cette idée d'aider l'Afrique dans le processus d'industrialisation. Cette année, encore une fois, en Argentine, lors du discours du président Xi au cours du sommet de G20, cette idée d'appuyer l'Africain dans leur processus de l'industrialisation a été à nouveau évoquée. Vous voyez, la Chine attache vraiment beaucoup d'importance au processus de développement de l'Afrique, avec des idées très précises et efficaces. Tout ça, ça fait partie d'un concept, comme vous avez évoqué, d'un concept de la création d'une communauté de destin unie. Voilà. Le président Xi a lancé cette idée au début de l'année dernière, à Genève. Voilà. Pour la Chine, il faut favoriser la construction d'une communauté de destin pour l'humanité entière. Bon, pour l'humanité entière, l'Afrique, c'est le continent où il y a le plus grand nombre de pays en développement qui partagent le même destin, les mêmes besoins avec la Chine. Il y a une forte complémentarité de coopération entre la Chine et l'Afrique. Donc, si on veut parvenir à réaliser une communauté de destin pour l'humanité, déjà, la Chine avec l'Afrique peut donner un exemple. Voilà, je crois que le sens c'est ça. Je voudrais savoir pourquoi on a donné une telle importance à l'industrialisation. Parce que je pense que cela est la plus grande différence entre le mot d'ordre de coopération entre de la Chine et le mot d'ordre de coopération des autres partenaires, je dirais, traditionnels de l'Afrique. Pourquoi une telle importance sur l'industrialisation? Comme j'ai mentionné tout à l'heure, la Chine est passée par là. Avant 1949, la Chine n'avait pratiquement pas d'industrie présentable. Voilà, il y avait très peu d'industrie avant 1949. Mais nous avons compris que l'industrialisation, c'est l'étape incontournable pour le développement d'un pays. Voilà, les pays développés, les pays occidentaux, se sont développés rapidement grâce à la révolution industrielle. C'est un processus inévitable. Bon, donc nous avons fait beaucoup d'efforts
dans les années 50 pour l'industrialisation du pays. Ben, malheureusement, ça s'est un peu ralenti à cause des dérapages, mais lorsque nous avons pris la décision de lancer la politique de réforme et d'ouverture, tout de suite, la tâche prioritaire, c'est l'industrialisation. Donc il faut jeter une base au développement. Tout à fait, pour les pays africains, ils se sont trouvés justement, lorsqu'on a lancé cette idée de l'industrialisation, ils se sont trouvés dans l'état de manque d'industrie, la base industrielle. Et du coup, nous avons dit qu'il faut penser à l'industrialisation. Bien sûr, on n'oublie pas autre aspect, la modernisation de l'agriculture. Pour l'Afrique, en général, dispose des conditions favorables pour l'agriculture, mais il faut moderniser. Il ne suffit pas de continuer à suivre les méthodes primitives de l'agriculture, c'est-à-dire travailler dans les champs à force humaine. Là, ça ne va pas. Bon. C'est aussi important, mais l'industrialisation, c'est là qui permet de donner un coup de développement accéléré. Surtout un développement indépendant, ça veut dire finalement, c'est comme la Chine qui peut éventuellement développer en soi-même sans beaucoup d'aide d'autres pays. La Chine est aujourd'hui devenue le premier pays de production industrielle manufacturière. Alors nous pensons que pour l'Afrique, c'est l'urgence pour l'Afrique de s'industrialiser. Il y a un exemple typique. Il y a des pays africains qui disposent des ressources naturelles énormes, mais ils n'ont pas, pour l'instant, une capacité suffisante de transformer ces matières premières en produits finis. Alors, ils sont obligés d'exporter leurs produits et leurs matières premières. C'est plutôt un héritage de la colonisation. Bien sûr, c'est un héritage de l'histoire. Il est aujourd'hui urgent de faire changer cet état de choses. Donc il faut qu'ils disposent d'une capacité industrielle qui leur permettrait de produire les biens nécessaires au lieu de tout importer. Bon, le commerce avec les autres c'est important, mais il ne faut pas avoir la dépendance. Mais il faut constater quand même il y a déjà des pays africains qui ont enregistré depuis ces dernières années une croissance assez importante. Tout à fait, vous avez raison. L'Afrique c'est un continent qui se développe avec une énergie remarquable. Et surtout, je crois, l'année 2014 a marqué l'histoire de développement de l'Afrique. Parce que c'est une année où la conjoncture internationale était relativement favorable. Donc du coup, certains pays ont accusé des records de développement. Par exemple, l'Éthiopie a connu une croissance de plus de 10%. En 2014, Rwanda, 6%. Même le pays considéré comme l'un des pays les plus en retard, la RDC, c'est un pays que je connais bien, a connu cette année-là une croissance de 8,9%. Vous voyez, donc l'Afrique est un continent qui se développe rapidement. En ce moment, beaucoup de pays essayent de développer leur économie avec tous les moyens possibles, y compris la création des zones industrielles. Ça c'est une expérience que la Chine a connue. L'Éthiopie par exemple, qui est un pays qui connaît justement un développement exemplaire, c'est un pays qui ne dispose pas vraiment de ressources naturelles considérables. Mais le pays s'appuie sur l'industrialisation. Il y a plusieurs zones industrielles ou économiques qui ont été créées dans le pays. Et puis, vous savez, la Chine a aidé l'Éthiopie à construire un chemin de fer qui permet à l'Éthiopie d'avoir une débouche vers l'océan. Parce que c'est un pays enclave. Le chemin de fer Addis Abeba, Djibouti a été construit il y a 2 ans. Et du coup, maintenant, les Éthiopiens peuvent
exporter facilement leurs produits. Bon. Et puis d'autres pays font aussi beaucoup d'efforts. Voilà. Nigeria, y compris la RDC, que j'ai quitté la RDC il y a à peu près 10 ans, mais on m'a dit que maintenant, voilà, le pays se développe rapidement, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont implantées. Vous voyez, partout, les Africains font beaucoup d'efforts. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, au cours de ce sommet, voilà, qui a eu lieu à Pékin cette année, beaucoup de dirigeants sont venus. Bon, voilà, je crois que 51 voilà, dirigeants africains, y compris le président de l'Union africaine, voilà, sont venus assister au forum, au sommet du forum Chine-Afrique. Pourquoi? Pour identifier les projets de coopération précis pour l'ensemble de l'Afrique, mais aussi pour chaque pays. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, ça marche très fort. Alors, quand on parle d'exportation, d'importation, il faut pas oublier qu'au mois de novembre dernier, c'est assez récent, il y avait cette foire internationale d'importation de Chine qui a eu lieu à Shanghai. C'est le premier dans son genre dans le monde, en fait, la première foire vraiment consacrée à l'importation. Mais aujourd'hui, la foire est terminée, mais il y avait encore des projets qui se déroulent. Alors, comment évaluez-vous aujourd'hui le résultat de cette foire? C'est une foire, c'était une grande première d'abord. Aucun pays du monde n'avait organisé une telle foire uniquement consacrée à l'importation, parce que les pays ont tendance à encourager l'exportation. Mais la Chine, c'est vrai, la Chine pendant longtemps a encouragé aussi l'exportation, mais l'économie chinoise est arrivée aujourd'hui à un tel point que l'importation est également très importante pour l'équilibre du développement économique de la Chine. L'importation, ça veut dire cela profite à tous les pays partenaires qui exportent vers la Chine, ça profite aussi aux consommateurs chinois. Bon, voilà, parce que le développement, ce n'est pas le but final. Le développement a pour but de permettre à la population d'améliorer leur niveau de vie. Or, l'importation peut jouer en partie ce rôle. Alors, cette première foire à Shanghai a eu un succès retentissant. Voilà. 172 pays, régions ou organisations internationales étaient présents. Voilà. Et plus de 3600 entreprises, voilà, en dehors de la Chine, sont venus à Shanghai pour assister à la foire. Et les commerçants, alors, combien? 400 000 voilà, commerçants qui veulent acquérir des produits, voilà, à cette occasion, voilà, sont venus. Et en l'espace de quelques jours, il y a eu un chiffre d'affaires qui dépasse 60 milliards de dollars. Donc c'était vraiment quelque chose de formidable. Voilà. Bon. Alors nous pensons que cela est un bon début, puisque ce sera une foire annuelle. Voilà. Chaque année, il y aura toujours cette foire. Et comment voyez-vous la signification de cette foire? Parce qu'apparemment, c'est une initiative gouvernementale et qui donne aussi un signal qu'il y a ce tournant dans le modèle de développement de l'économie chinoise. Tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avant, la Chine n'avait pas cette possibilité. Au début, puisqu'on est en train de célébrer le 40e anniversaire du lancement de la politique des réformes, au début du lancement de cette politique, la situation économique de la Chine, c'était quoi? C'était au bord de la faillite. Voilà. C'est ce que le président Xi a signalé dans son discours, voilà, pour la célébration de cet événement. Bon. Alors, au début, il fallait que la Chine se tournait effectivement vers l'exportation parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens financiers pour investir à l'intérieur, pour développer l'économie.
Il fallait exporter pour avoir les devises nécessaires, pour introduire ensuite voilà, les capitaux étrangers, pour introduire la technologie aussi. Bon, au début, c'est vrai, c'était voilà, surtout l'exportation. C'est d'ailleurs une étape forcée pour tous les pays au début du décollage économique. Bon, mais petit à petit, la Chine se développe. Et aujourd'hui, la Chine est devenue, comme vous savez, deuxième économie du monde. La Chine n'a plus besoin de s'appuyer uniquement sur l'Occident. D'ailleurs, ce n'était pas du tout une politique voulue de chercher l'Occident. C'était une étape obligée, mais bon, ce n'est pas du tout une politique voulue. Bon. Ce qu'on veut, vraiment, c'est un équilibre. Parce que si le commerce avec les autres n'est pas équilibré, ça ne peut pas durer. Bon, ça, il faut que cela profite tout le monde. Bon, bien sûr, la Chine en est tout à fait consciente. C'est pour ça que aujourd'hui, les conditions sont réunies. La Chine a cette possibilité, a cette volonté et a ces besoins d'organiser voilà, ce genre de foire consacrée uniquement à l'importation. Merci pour votre analyse de l'année 2018 et à la fin, pouvez-vous nous donner un peu de perspective pour l'année 2019? Quels seront les défis ou quelles sont les perspectives de développement de la Chine l'année prochaine, brièvement? Bon, ben, comme on a célébré le 40e anniversaire du lancement de la politique des réformes et d'ouverture, et dans le discours du président Xi, il a bien réaffirmer la volonté de la Chine de poursuivre la voie de réforme et d'ouverture. Bon. D'ailleurs, la Chine continue à ouvrir ses portes aux partenaires étrangers en réduisant considérablement la barrière de la douane. Les tarifs douanières ont été considérablement réduits. La Chine dépasse déjà l'engagement de la Chine vis-à-vis de l'OMC. D'accord. Bon. Donc il y aura plus d'ouverture. La Chine continuera à accueillir les investissements étrangers. La Chine continuera à importer, puisque l'année prochaine il y aura la deuxième foire d'importation de Shanghai. La Chine organisera l'année prochaine la deuxième réunion de haut niveau dans le cadre de coopération ceinture-route. D'abord dans le domaine d'infrastructure. Voilà. Ensuite, bien sûr, ça va entraîner la coopération dans d'autres secteurs. Donc tout ça, voilà, ce sera fait voilà, pour l'année qui va venir. Et je suis sûr que voilà, avec le rythme, avec les capacités dont on dispose en Chine aujourd'hui, avec les rythmes accélérés de développement de la Chine aujourd'hui, ben, pour le nouvel an, on peut toujours faire beaucoup de progrès voilà, dans tous les domaines pour la coopération entre la Chine et les autres partenaires. Le défi qu'on avait déjà évoqué, il y a cette remontée de protectionnisme, de l'unilatéralisme, voilà, qui font du bruit dans le monde. Mais à mon avis, la plupart des pays, y compris les pays développés, les pays européens, y compris voilà, d'autres pays voisins de l'Asie, voilà, l'ASEAN par exemple, ils sont tous contre le protectionnisme et l'unilatéralisme. Ils sont bien décidés à défendre, comme la Chine, le multilatéralisme. Bon. Donc je pense qu'on aura la forte chance de pouvoir défier ce défi, voilà, de promouvoir davantage une coopération voilà, dans le cadre multilatéraliste entre tous les partenaires du monde. Alors je vous remercie, M. Wu Zexian, merci de vos analyses. C'est un plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.